Bonjour et bienvenue sur le podcast La Chronique Psy, le podcast qui décortique une notion clé de notre quotidien sous 3 angles. D'abord, comprendre son utilité, en quoi ce mécanisme est utile à la pérennité de l'espèce humaine. Ensuite, voyage au cœur de notre cerveau, un point sur les neurosciences pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Enfin, comment on gère ça, des outils pratiques issus de différents courants de la psychologie. La Chronique Psy, c'est un format court, des infos utiles et un brin de science pour éclairer notre chemin. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler de la ménopause et de la périménopause. Il faut savoir qu'une femme va passer environ 40% de sa vie en ménopause. Donc c'est quand même un sujet hyper important. La ménopause, elle se définit par l'arrêt, depuis au minimum 1 an, des règles et de l'ovulation. Elle a généralement lieu autour de 50 ans. La période périménopause ou préménopause, c'est la période qui précède la ménopause. C'est celle où on a des cycles irréguliers et tout un tas de symptômes pas très agréables. Cette période de périménopause ou préménopause, on va dire périménopause, elle dure entre 3 à 9 ans selon les études et les médecins. Donc 3 à 9 ans avant la ménopause. Alors je vais vous faire la liste des symptômes pas très sympas qu'on peut vivre en période de périménopause. On a bien sûr les bouffées de chaleur, tout le monde en a entendu parler, ce qui s'accompagne très bien des suées nocturnes, donc de pas très bien dormir, d'avoir des difficultés d'endormissement. On a aussi une irritabilité, les émotions qui font des montagnes russes, une prise de poids, la peau et la pilosité qui va changer, des palpitations, on va avoir un impact sur le désir et la sexualité, une sécheresse vaginale, une perte musculaire, parfois même des douleurs musculaires, des infections urinaires et ce qu'on va appeler le brouillard mental, des troubles de la concentration et de l'attention. Bon, dit comme ça, on n'a pas du tout envie d'y aller et pourtant on va tout y passer. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les femmes humaines vivent la ménopause. Donc on va regarder ce qui se passe dans la nature. Si on regarde dans la nature, très peu d'espèces survivent au-delà de la période de procréation. On a repéré 5 espèces de cétacés à dents qui vivent une période de ménopause, dont les orques, les narvals, les belugas, et il y a aussi les chimpanzés. On s'est posé la question de pourquoi est-ce que ces espèces-là vivent la ménopause. Quand on regarde, il y a quand même des points communs. D'abord, ce sont des sociétés matriarcales, c'est-à-dire où la femelle a une place prépondérante dans la transmission, dans le savoir et dans le guidage. C'est aussi des sociétés qui sont très sociales, des sociétés qui sont construites ensemble, où il y a une interaction intra-espèce, c'est-à-dire où chacun a une place, un rôle, et ils peuvent grandir, évoluer, survivre par le groupe social. Le fait d'être en ménopause, on suppose que ça va servir à être focus sur la transmission, sur le guidage, sur aussi l'éducation de la progéniture. Effectivement, on peut se dire que quand on n'a pas un bébé qui est collé à notre sein ou collé à notre mamelle, on est vachement plus disponible pour pouvoir aider le groupe, pour pouvoir transmettre notre savoir et nos connaissances. Si on regarde la période de la préhistoire, la période de l'histoire de l'humanité, d'abord, ce qu'on se rend compte assez factuellement, c'est que la grossesse et l'accouchement, c'est préjudiciable sur la santé des femmes. C'est assez connu, À l'époque, il n'y avait pas de gynéco, il n'y avait pas de péridurale, il n'y avait pas de docteur, de sage-femme, de kiné, d'infirmière, etc., etc. Et bref, le risque de mourir en couche était quand même hyper élevé, ou le risque de faire une infection. Et puis, une femme enceinte, c'est quand même une femme qui va avoir besoin de manger beaucoup plus. Donc, pour le groupe social, c'est peut-être pas terrible à long terme. Aussi, à la préhistoire, une grossesse tardive, c'était plus de malformations. Et des bébés avec des malformations, malheureusement, c'était préjudiciable pour le groupe social. Enfin, la ménopause, ça permet, comme pour nos amis les baleines et les chimpanzés, de pouvoir dégager du temps et de l'énergie pour aider, protéger et éduquer les autres membres de sa tribu. Donc la ménopause à la préhistoire,
c'est augmenter la longévité des femmes et renforcer le groupe social. D'après Jocelyn Scott Pecei, pardonnez mon accent, je ne suis pas encore très italo-fluente, la ménopause, elle sert à investir le suivi de la progéniture pré-adulte. Et puis c'est aussi une manière d'atténuer la compétitivité entre les générations pour accéder aux ressources et à la nourriture. Ça favorise la coopération et l'aide. Donc on le voit bien, la ménopause, dans la nature, il y a une fonction notamment pour renforcer la posture de la femme, de la matriarche. Bon, maintenant on va regarder ce qui se passe dans le corps et dans la tête. Juste pour bien se rappeler, je vous fais la petite liste non exhaustive des symptômes de périménopause. Périménopause, pour rappel, c'est cette période avant la ménopause, période qui dure entre 3 et 7 à 9 ans avant la période de la ménopause. Donc on va avoir des bouffées de chaleur, des suées nocturnes, des difficultés d'endormissement, de l'irritabilité, des émotions qui font une montagne russe, une prise de poids, une masse maigre qui se transforme en masse grasse, la peau et la pilosité qui va changer, un impact sur le désir et sur la sexualité, une sécheresse vaginale, une perte musculaire ou des douleurs musculaires et potentiellement plus d'infections urinaires. Maintenant, on va zoomer sur le cerveau. Qu'est-ce qui se passe sur le cerveau ? On va avoir un remaniement hormonal complet avec notamment une baisse des oestrogènes. Il va y avoir plus de stress et fatalement, avec tous ces symptômes, la fatigue, elle va être beaucoup plus présente. On va parler du docteur Davy. C'est un neurologue américain de l'hôpital de Lenox Hill à New York. Au début de sa carrière, il a commencé à diagnostiquer à tort des Alzheimer en observant les femmes qui étaient en périménopause. Il s'est rendu compte que ces femmes avaient des difficultés à se souvenir, à trouver leurs mots, à s'exprimer de manière aisée ou à faire plusieurs choses à la fois. Cependant, en suivant ses patientes, il s'est bien rendu compte que c'était pas de la maladie d'Alzheimer dont elles souffraient, mais de cette période de périménopause. Il a alors observé le cerveau des femmes. Mais oui, il est neurologue, ce monsieur. Il a observé l'effet des oestrogènes dans le cerveau. C'est dans la zone de l'hippocampe où on a pas mal de récepteurs à oestrogènes. L'hippocampe, c'est cette zone qui va inhiber notre comportement, qui va aussi servir pour notre attention, la mémorisation spatiale et nous aider à naviguer. J'en vois déjà certaines et certains qui se disent « Voilà, le mien est déjà pas beaucoup développé. Merci Google Maps. » Mais c'est pas l'idée. L'idée là, on se concentre sur la ménopause et l'hippocampe. Ménopause plus hippocampe, ça fait baisse d'œstrogène, donc ça dérègle totalement notre hippocampe et ça va créer ce qu'on va appeler le brouillard mental, c'est-à-dire des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémorisation. Il y a une autre expérience que j'aime bien. Elle a été menée sur des femmes qui ont subi une ablation des ovaires. On les a divisées ensuite en 2 groupes. Celles qui avaient une supplémentation en œstrogène et celles qui n'étaient pas supplémentées en œstrogène. Eh bien, on s'est bien rendu compte qu'avec cette supplémentation en œstrogène, il y avait une évolution de leur capacité cognitive qui arrivait à être similaire à ce qu'elles avaient connu avant. Il n'y a pas que les œstrogènes qui viennent perturber notre hippocampe. D'après la chercheuse Rebecca Thurston, environ 60% des femmes qui sont en période de périménopause ont des troubles du sommeil et des bouffées de chaleur et des moments de suée nocturne ou de suée tout court. Cette chaleur involontaire va venir affecter la connexion entre les 2 côtés de l'hippocampe, ce qui va créer exactement les mêmes perturbations, ce brouillard mental. Une autre étude menée par l'équipe de Goldstein à Harvard a testé 212 hommes et femmes âgés de 45 à 50 ans. On a testé ce qu'on va appeler des tests mnésiques, c'est-à-dire des tests qui vont évaluer la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes, les fonctions exécutives, la planification, l'intelligence verbale. On s'est rendu compte que avant la période de la ménopause, les femmes sont supérieures dans ces tests mnésiques par rapport aux hommes. Mais avec la périménopause et la ménopause, on constate une baisse de ce qu'on va appeler l'œstradiol et les femmes vont alors avoir beaucoup plus de difficultés à stocker des souvenirs et à s'en rappeler. Bon, et là vous allez me dire, ok, Mère Nature, elle a un peu chié dans la colle avec son histoire de ménopause. Oui, mais il y a quand même des avantages. D'abord, et vous vous doutez bien, c'est toujours le groupe social, c'est-à-dire qu'entre femmes ménopausées, quand même on se retrouve, on a un point commun, on se comprend sur certaines choses. Et puis,
fini les règles, fini les fluctuations d'humeur, fini le syndrome prémenstruel, fini de devoir penser « Oh, est-ce que j'ai pensé à prendre ma culotte menstruelle, mon tampon? Est-ce que j'ai pensé à ma serviette, ma cup ?» Non, tout ça c'est fini. Fini l'acné, fini les ballonnements, fini le ventre qui gonfle, fini de mal dormir, fini les fuites, fini aussi la contraception, de se poser la question « Ah, attends, on s'est bien protégé ou pas? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je dois prendre la pilule du lendemain ?» Tout ça c'est fini. Et puis, quand on n'a plus de fluctuations hormonales, qu'est-ce qui vient ? Eh bien, une stabilité. La stabilité émotionnelle. Enfin, une stabilité où je suis moi, pleinement moi, et je suis connectée à qui je suis, à ce que je ressens. L'idée, c'est de voir quand même comment est-ce qu'on peut atténuer les symptômes. Je vais pas vous refaire une pub de manger, bouger ou n'oubliez pas vos 5 fruits et légumes par jour, bio et de saison et surtout variez-les. Bien sûr, vous le savez, c'est toujours mieux quand on a une alimentation équilibrée et qu'on fait du sport. L'idée par rapport à cette période de périménopause, c'est de favoriser au maximum le sommeil en prenant de bonnes habitudes de sommeil. Vous voyez, un enfant, en général, on va l'inviter au sommeil. L'idée, c'est de ritualiser le sommeil avec son enfant. On va d'abord lui dire, tu vas te laver les dents, t'enfiles ton pyjama, tu fais pipi, et puis on lit une histoire. Et puis après, tu vas dans ton lit, tu fais un câlin à ton doudou, et tu fais dodo. Eh bien, l'idée, c'est de faire un peu la même chose pour nous, sur du long terme. Je vais me coucher, j'enfile une tenue de nuit, où je dors toute nue. Je me lave les dents, bien évidemment. Je fais pipi, évidemment aussi. Et puis, qu'est-ce que je fais après pour m'inviter au sommeil ? Est-ce que j'écoute ce magnifique podcast ? Est-ce que j'écoute les bruits de la nature ? Est-ce que je lis un livre ? Est-ce que je lis une BD ? Est-ce que je me raconte des petites histoires dans ma tête ? Je ne sais pas, mais l'idée c'est d'avoir toujours ce même rituel, qui soit un rituel apaisant, qui vous calme et qui vous invite au sommeil. Évidemment aussi, pour réussir à dormir, on va éviter le café, la Red Bull, la cigarette et boire un peu trop d'alcool. Et puis, on va considérer ce qu'on a vécu dans la journée. Si vous avez eu une journée stressante, si vous avez eu une journée riche en émotions, n'hésitez pas à prendre un bon bain chaud ou à aller faire une petite session de sport. Ensuite, dans Manger Bouger, il y a l'idée de bouger. On s'est rendu compte que si on faisait 30 à 45 minutes de sport par jour, eh bien ça réduisait considérablement l'anxiété et les fluctuations d'humeur. Quand je dis 30 à 45 minutes de sport par jour, c'est tous les jours. C'est comme le lavage de dents, c'est pas cette semaine je me suis pas lavé les dents de la semaine, donc je vais me les laver 8 fois samedi, comme ça va rattraper. Non, l'idée c'est de prendre de bonnes habitudes et d'essayer tous les jours de faire une petite marche rapide pour aller chercher son pain. Si on reste sur l'alimentaire, on peut aussi aller voir un ou une naturopathe. Elle vous conseillera sans doute de prendre du lin, du maca ou de l'ashwagandha. Pardonnez, j'ai vraiment beaucoup galéré à dire ce nom. La phytothérapie peut aussi beaucoup nous aider. Il y a des plantes comme l'agatilier, l'alchémile, la sauge, l'ortie ou le prêle qui vont venir aussi équilibrer nos hormones. Dans les huiles essentielles, on va conseiller la sauge sclarée. N'hésitez pas à regarder sur Google. Par rapport aux bouffées de chaleur, bien évidemment, il y a l'eau fraîche et la respiration qui aident à les faire passer. Et puis on peut toujours se déshabiller, sauf si vous êtes en entretien d'embauche, c'est quand même pas terrible. L'IMC va venir avoir un impact sur les bouffées de chaleur. C'est-à-dire que plus on a un IMC normal, moins on risque de souffrir de bouffées de chaleur. Bon, c'est pas une science exacte, bien évidemment. Et puis, l'hypnothérapie et la TCC ont des bons résultats aussi quant aux bouffées de chaleur. Ensuite, par rapport à ce qui se passe dans votre cerveau, on conseille de faire des exercices mentaux. Donc là, vous avez tout un panel d'exercices. Si vous tapez ça sur Google, je vous laisse le loisir de le faire. Ensuite, et je pense peut-être le lieu le plus important, parce que ce qui change beaucoup à la ménopause, c'est la perception qu'on va avoir de nous-mêmes. Et ça va bien sûr impacter notre sexualité. Notre corps, c'est la façade, c'est ce qu'on montre aux autres et ça fait aussi partie de notre identité. Et la ménopause, c'est une période obligatoire de la vie d'une femme. Cependant, la vie d'une femme, le corps d'une femme, il est sculpté aussi d'injonctions sociales au niveau de ce corps. Quand on rentre en ménopause, on rentre dans un corps qui n'est plus fertile. Il y a presque un côté de la société qui vous dit « vous ne servez plus à rien parce que vous ne pouvez plus pondre de marmots ». Bon, l'idée, c'est pas ça, vous vous en doutez bien. Mais c'est de se dire « maintenant que mon corps ne sert plus à cette procréation, à quoi il sert ?» Et il y a quand même tout un pan de la société qui va vous dire presque à rien. D'où le fait aussi qu'on voit très peu de femmes passer 50 ans dans les médias. De plus en plus, fort heureusement. L'idée, c'est de venir se construire des modèles. L'image de la femme de plus de 50 ans,
elle représente quoi ? Elle est représentée comment pour vous ? Est-ce que vous êtes plutôt Monica Bellucci, Angela Merkel ou Jane Birkin ? Quels mots, quelles valeurs accompagnent cette femme de plus de 50 ans ? Vers quoi est-ce qu'elle doit tendre, la femme idéale de plus de 50 ans selon vous ? Et puis, quelles sont ces injonctions dont elle doit absolument se débarrasser ? On parle de ménopause, mais on parle aussi de toute la féminité autour de la ménopause, parce que vivre la ménopause, c'est forcément être une femme. Et donc ça interroge sur le rapport à la femme dans sa propre famille, à sa mère, à ses grands-mères, et même à comment est-ce qu'elles sont traitées de manière plus générale. Donc bien évidemment, si avec ma mère c'est compliqué, si je supporte pas ma grand-mère, je peux peut-être avoir du mal à vivre ma ménopause. En tout cas, si vous avez trop de symptômes, que les bouffées de chaleur sont trop difficilement supportables, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à des professionnels de santé. Il y a aussi des traitements qui peuvent vous aider à mieux vivre cette période. La ménopause, c'est l'occasion de se recentrer sur l'essentiel, sur soi-même. C'est l'occasion de créer des liens, c'est l'occasion de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir traverser ensemble cette période. La ménopause, c'est Mère Nature qui vous dit que vous êtes importante et que vous avez un rôle à jouer dans la transmission. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à en parler, à commenter, mais surtout à vous auto-observer, à vous regarder un petit peu le nombril et à vous dire « Ok, comment ça résonne tout ça en moi ?» À bientôt dans la chronique psy.